virage en ligne droite se dessine la performance, la sécurité, le dynamisme. De virage en ligne droite se dessine la voiture de l'année. De virage en ligne droite se dessine la solution. Peugeot, un constructeur sur ses griffes. Ah, mais si j'osais parler! Parle, ma chère. Use aujourd'hui d'un droit que tu prends sur moi pour la vie. Comment ravir une adorable jeune fille au plus rusé des barbons de Séville? Monsieur de Beaumarchais, FR3 et la 7 vous invitent au mariage de Figaro, donné au Théâtre National de Chaillot, le mercredi 6 janvier à 20h30 sur la 3. Mon cœur a de fer. Délaisser sa jeune et tendre épouse pour faire des rondes de nuit, ça peut porter malheur. Un film plus noir que les ténèbres du mal, un polar de Joseph Losey, Le Rôdeur, hante le cinéma de minuit. Dimanche à 22h30 sur la 3. Jacques Pogam, Soir 3, bonsoir. Les titres de ce journal, Israël, doublement à la une de l'actualité avec un raid au Liban Sud, bilan 18 morts et dans les territoires occupés, une bavure des forces de sécurité, une Palestinienne tuée. Par contre, moins d'expulsions de Palestiniens que prévu. Après les troubles de ces dernières semaines, 9 personnes étant frappées par ces mesures. Grande-Bretagne, record pour Mme Thatcher. Elle est à compter d'aujourd'hui le Premier ministre anglais resté le plus longtemps en fonction depuis le début du siècle, 3167 jours, plus donc de 8 ans et 8 mois. Et puis également du sport dans ce journal avec en football des images des 2 grands chocs européens du week-end, Real Madrid, Football Club de Barcelone et Milan AC, Naples. Journée de contraste aujourd'hui dans les territoires occupés par Israël. Une nouvelle bavure des forces de sécurité israéliennes a provoqué la mort d'une jeune Palestinienne. Par contre, moins de Palestiniens qu'on ne le prévoyait, 9, ont été frappés de mesures d'expulsion. Hubert Coudurier. Ce qui est arrivé n'est pas correct. Le soldat ne devait pas tirer. En annonçant l'inculpation des responsables de la mort ce matin d'une jeune Palestinienne, les autorités militaires israéliennes ont tenté de désamorcer un nouveau cycle de ces violences qui se nourrissent des martyrs de la répression. Dans le même temps, une série de mesures de relative libéralisation a été annoncée. Allègement du dispositif militaire dans les territoires occupés, libération d'une centaine de Palestiniens s'étant engagés à ne pas participer à de nouveaux troubles. Et surtout, le nombre d'expulsions prévues sera limité à 9, alors qu'on en attendait de 20 à 50. Une manière pour Israël de ne pas sembler céder aux injonctions américaines, ce qui aurait été interprété comme un signe de faiblesse, sans pour autant accroître la réprobation internationale. En dépit du calme provisoirement rétabli, l'OLP sort néanmoins gagnante de ces semaines d'émeutes après avoir été marginalisée au sommet d'Amman et ignorée lors du sommet de Washington. La bataille est désormais diplomatique, comme l'a implicitement souligné Yasser Arafat, affirmant que l'OLP n'utiliserait pas l'action armée dans les territoires occupés. Le pape a dîné ce soir dans un simple réfectoire de l'ancien hospice Sainte-Marthe du Vatican avec 150 clochards qui lui ont raconté leur vie, leurs problèmes et leurs espoirs. En les quittant, Jean-Paul II a dit exactement ceci: les engagements du chef de l'Église catholique sont nombreux, mais le Seigneur ne lui demandera pas s'il a rencontré des ministres, des ambassadeurs ou des cardinaux, mais s'il a reçu et s'il a parlé avec des pauvres. Record en bronze pour une dame de fer, seul leader politique britannique du XXe siècle à avoir remporté 3 élections successives, Madame Thatcher est à compter d'aujourd'hui le Premier ministre resté le plus longtemps en fonction depuis le début du siècle. Déjà 3167 jours, soit plus de 8 ans et 8 mois. Fort de son bilan et de ses projets, Madame Thatcher n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Philippe Pfister.
Maggie a un moral d'acier en ce début 88. Et pour cause, aujourd'hui, elle gagne le droit d'apparaître dans le livre Guinness des records. Depuis le 4 mai 79, la Dame de Fer est locataire du 10 Downing Street pour la 3e fois consécutive. Grâce à sa victoire de juin dernier aux élections législatives, elle éclipse la performance du libéral Herbert Asquith au début du siècle. Un bail de 8 ans et 244 jours. Pour remporter la palme de tous les temps, il lui suffit de rester chef du gouvernement jusqu'au 14 mars de l'an 2000, une perspective qui est loin d'effrayer la première femme à devenir leader du Parti conservateur et Premier ministre britannique. À 62 ans, Maggie est en bonne santé et l'usure du pouvoir connaît pas. Sa position n'a jamais été aussi forte, une majorité parlementaire confortable, un cabinet purgé de tout contradicteur et une opposition divisée. Ainsi, elle désire continuer à gouverner la Grande-Bretagne comme elle gère son ménage, selon les bons vieux principes de son épicier de papa, payer ses impôts et régler ses factures sans délai, ne pas vivre au-dessus de ses moyens et surtout travailler. La championne du libéralisme économique et du capitalisme populaire affiche sa volonté infaillible de parachever sa révolution conservatrice engagée en 79. Pour son premier mandat, elle s'est attaquée au pouvoir des syndicats. Les mineurs britanniques en ont fait la dure expérience. Pour la période 83-87, Maggie se targue d'avoir remis de l'ordre dans l'économie du pays, le chômage en recul, un taux de croissance de l'ordre de 5% cette année. Pour son 3e mandat, c'est au travaillisme que la Dame de Fer souhaite s'attaquer à travers 3 réformes, celles des impôts locaux, du logement et de l'éducation. Catastrophe aérienne. Hier soir en Turquie, un Boeing 737 de la compagnie de charter ouest-allemande Condor, filiale de Lufthansa, Boeing qui transportait des Turcs travaillant en République fédérale s'est écrasé dans les montagnes près du port d'Izmir, causant la mort des 5 membres d'équipage de nationalité ouest-allemande et des 11 passagers turcs. Les corps des victimes, vous le voyez, et les débris de l'avion étaient éparpillés sur 1 km². Lors de son dernier contact radio avec la tour de contrôle, le pilote avait dit qu'il ne voyait pas la piste. Selon le ministre turc des Transports, l'accident est probablement dû à une erreur de pilotage ou à une décharge d'électricité statique qui aurait faussé tous les indicateurs de l'appareil. La boîte noire n'a toujours pas été retrouvée. Politique française, M. Charles Hernu était aujourd'hui l'invité de 7 sur 7 sur TF1. Interrogé, entre autres choses, sur l'affaire des ventes d'armes à l'Iran, l'ancien ministre socialiste de la Défense a fait une proposition. Moi, ce que je souhaite, c'est que le Premier ministre, M. Jacques Chirac, crée une commission d'enquête portant sur les 10 ans de 1977-78 jusqu'à nos jours sur toutes les exportations à destination de l'Iran. De cette façon-là, on verrait bien que ce n'est pas seulement des socialistes qui sont visés, mais que l'enquête, alors, serait impartiale. Or, aujourd'hui, elle ne l'est pas, on ne cherche pas la vérité. C'est contre le Parti socialiste parce qu'il a une chance à l'alternance. Il ne faut quand même pas l'oublier. L'affaire Greenpeace, l'affaire Lucher, l'affaire des fausses factures, on va y venir, où à chaque fois, c'est ou un membre de votre cabinet ou de votre entourage qui se trouve inculpé. Est-ce que ça fait quand même pas beaucoup sur les épaules de Charles Hernu, objectivement? Je suis en ce moment dans l'œil du cyclone, alors tout ce qui m'approche est un peu suspect. Le cyclone passera et Charles Hernu restera debout et avec bonne conscience. Il ne s'agit pas d'une de ces prédictions rituelles réalisées pour le Nouvel An par des voyants sérieux ou non, mais bien du pronostic d'un homme politique qui, en le faisant, a certes précisé qu'il n'engageait que lui, mais qui est un proche de longue date du chef de l'État, M. Claude Estier. Le sénateur socialiste de Paris a donc estimé, au cours de l'émission L'Oreille en coin sur France Inter, que M. Mitterrand ferait connaître sa décision quant à l'élection présidentielle dans la 2e quinzaine de février, un soir à 20h. Patience. Il y a au moins un sujet qui a toute chance de ne pas alimenter l'affrontement entre les candidats à cette élection présidentielle, c'est la chasse. Le magazine Plaisir de la chasse a en effet interrogé sur le thème de la chasse et de l'environnement les candidats, ceux du moins dont on sait déjà qu'ils se lanceront dans la course. Résultat, sachant que M. Le Pen n'a pas accepté de participer à l'interview, résultat donc, si aucun d'eux, curieusement n'est chasseur, tous observent d'un œil favorable cette passion ancestrale. Le reportage de Philippe de Sefsky et Yvon Delon. On dit souvent des présidentiables qu'ils ont une âme de tueur, mais que les animaux de nos marais, bois et campagnes se rassurent, ils ne chassent pas, ou du moins pas de ce gibier-là. Mais Mitterrand, Chirac, Barre et tous ceux déclarés pour l'élection de 88 ne condamnent pas pour autant ce sport, fort de ces 1 800 000 pratiquants qui sont autant d'électeurs. La chasse représente 28 000 emplois et génère chaque année 12 milliards de francs.
Et puis, chasseur ou pas, il est de bon ton que le président se plie à la tradition des chasses présidentielles. Il y a deux possibilités. Ou le président est chasseur, et alors là, on n'aura pas forcément besoin de lui apprendre comment se tenir, ou il ne l'est pas. Alors là, il y a encore deux possibilités, où il peut décider de le devenir. Il peut apprendre à ce moment-là d'abord à passer son permis de chasser, ensuite à savoir comment sont les chiens, à connaître le gibier, et après, il peut éventuellement s'adonner à ce plaisir dans les chasses. Mais les chasses présidentielles n'ont pas pour but de faire chasser le président de la République. Elles ont pour but de recevoir un certain nombre d'invités, des personnalités de marque à qui on veut faire plaisir. Ce sont avant tout des relations publiques. Si sous la Troisième République, les présidents n'aimaient pas Saint-Hubert, sous la Quatrième, avec Auriol et Coty, les domaines nationaux de chasse retrouvèrent leur pleine activité. Sous la Cinquième, seuls Pompidou et Giscard étaient de fin fusil. Ce qui peut paraître paradoxal à certains, c'est que ces domaines de chasse présentent un intérêt écologique. Chambord, principale réserve de cervidés, permet de repeupler les forêts de France. Pour le petit gibier, les fédérations de chasse prennent le relais. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Antoine Wachter, qui est le candidat écologiste, je m'attendais à avoir des réponses très critiques à l'égard de la chasse, des chasseurs. Eh bien, pas du tout. Il nous a prouvé qu'en matière de chasse et d'écologie, la cohabitation était possible, parce que les chasseurs sont des gens qui sont aussi et avant tout des protecteurs, qui gèrent le territoire exactement comme le font les protecteurs de nature. En regardant ce spectacle, nos présidentiables auront peut-être la tentation de délaisser quelques instants la chasse aux électeurs pour celle des images. Les dernières images que vous venez de voir étaient de Laurent Charbonnier. Tourisme 1987 aura été une année de coup de foudre des Français de l'Hexagone pour les Antilles. Plus de 800 000 voyageurs, 30% de plus qu'en 86. Et en 88, on devrait atteindre le million. Un boom sur la Martinique et la Guadeloupe stimulé par la concurrence des charters qui ont rendu cette destination de plus en plus abordable. Claude Guénaud. Le soleil des Antilles à moins de 2500 francs, la nouvelle année commence par une bonne nouvelle, c'est le tout dernier tarif pour un aller-retour Paris-Pointe-à-Pitre. Il y a encore 2 ans, pour trouver un vol à ce prix, il fallait subir 5 heures de voyage en autocar pour prendre l'avion à Bruxelles. La révolution a eu lieu au cours de l'été 86, quand Air France a perdu son monopole avec le premier vol autorisé de la compagnie Minerve sur les Antilles à partir de Paris. Depuis, beaucoup de chemin a été parcouru. Minerve a posé son premier Boeing 747 à la Guadeloupe à la mi-décembre. Et une semaine plus tard, une filiale d'UTA reliait pour la première fois la Martinique. 3 compagnies françaises se partagent maintenant le ciel des Antilles, apparemment au plus grand bénéfice des voyageurs. Les prix du transport ont baissé, les prix des hôtels ont baissé, et il y a aussi un certain nombre de voyageurs qui aiment bien passer 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines en France. Donc nous ferons tout pour développer cette destination. Les départements d'outre-mer, depuis 1 an, connaissent un bond absolument extraordinaire. 700 000 passagers en 86, 800 000 l'année dernière, et pour 1988, on pense dépasser le million. Un boom que l'on doit essentiellement à la guerre des tarifs, qui pour les charters varie entre 2500 et 4500 francs. Air France a aussi profité de cet accroissement du trafic. Elle a du coup revu ses tarifs vacances à la baisse. Ils varient entre 3300 et 5700 francs. Mais malheureusement, c'est quand tout le monde veut partir que les prix sont les plus élevés, même avec les charters. C'est pourquoi cette déréglementation apparaît encore insuffisante pour certains, notamment les 3 compagnies qui attendent encore leur autorisation ou ceux qui doivent continuer à passer par Bruxelles, comme l'été dernier, pour profiter des bas tarifs. Sport, football européen, épreuve test ce week-end pour les leaders des championnats d'Italie et d'Espagne. Hier, le Real de Madrid de Butragueño a conforté sa première place en battant 2-1 son grand rival de toujours, le Football Club de Barcelone, amené par Schuster. Par contre, le Naples de Maradona a essuyé aujourd'hui sa première et très sévère défaite, 4-1, à Milan, devant le Milan AC, conduit par le nouveau Ballon d'Or, le néerlandais Ruud Gullit, littéralement déchaîné. Alain Dorgan. C'est une histoire de pénalty qui animera le choc du championnat d'Espagne, tout d'abord avec le Real qui obtient la sanction suprême par Butragueño, fauché dans le 18 mètres par Gerardo. Le goléador mexicain Hugo Sanchez ouvre la marque et salue le public à sa manière. Sur une ouverture de Schuster, Barcelone obtient un pénalty litigieux consécutif à un accrochage entre Roberto et Camacho. Sur le ralenti, Roberto est bien déstabilisé à l'intérieur de la surface. L'exécuteur des hautes œuvres, Schuster, met les équipes à égalité. Le plus beau but de la rencontre sera signé par Hugo Sanchez qui prolonge un centre de Gordillo.
Une tête acrobatique de l'avant-centre mexicain est lucarne. Le Real commence bien l'année et continue son cavalier seul. Espléndido remate de Hugo Sánchez. Banderas y los pañuelos blancos para Hugo Sánchez. Quand le meilleur footballeur du monde affronte le meilleur joueur européen, se dessine le match des géants. Maradona ouvre sur Careca qui d'un tir subtil permet à Naples d'inscrire le premier but. Le ballon d'or de France Football ne veut pas être en reste. Centre au cordeau et le jeune Colombo d'une reprise demi-volée offre le but égalisateur sur un autre angle. Reprise de l'extérieur du pied qui trompe Garella. Déjà le but de l'année 88. Milan récidivera sur exploit personnel du vétéran Pierpaolo Virdis après avoir effacé plusieurs adversaires sans avoir marqué dans le but vide. La victoire se renforce pour les Milanais par un but splendide de l'inévitable Gullit, plus rayonnant que jamais depuis sa récompense suprême. Milan scellera définitivement sa victoire par l'intermédiaire de Donadoni qui marque le 4e but d'une frappe tendue. Milan fait figure désormais de trouble fête dans le Calcio. À ce but de Colombo, quand on pense que ce jeune joueur formé au club du Milan AC n'a que 19 ans, ça promet. Sa voix est connue de tous, vous l'entendrez encore tout à l'heure, présenter le cinéma de minuit. C'est l'un des très grands spécialistes du cinéma en France et le responsable du 7e art sur notre chaîne, j'ai nommé Patrick Brion. Il vient de consacrer aux éditions du Chêne un album à 2 personnages les plus célèbres, parmi les plus célèbres de l'histoire du dessin animé, 161 films en 27 années de production, dont les 17 premières, de 1940 à 1957, ont été vraiment éblouissantes. Il s'agit de Tom et Jerry. Elisabeth Kelly-Jones. Voyons, que peut-on bien faire d'original avec un chat et une souris? Question posée par le producteur de Tom et Jerry en 1940. Réponse des créateurs en 114 cartoons et 7 Oscars pendant les 17 plus belles années du département d'animation de la MGM. Tom et Jerry, ce sont des amis, ce sont des ennemis. Quand ils sont ensemble, ils se poursuivent, ils se tapent dessus. Dès qu'ils sont séparés, ils n'ont qu'une envie, c'est de se retrouver. Ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Ils ont des rapports d'amis-ennemis. À la limite, c'est un grand mot, mais disons, à la limite du sadomasochisme entre eux. C'est très riche comme sujet et comme relation. Un Tom et Jerry coûte 50 000 $. Avec le budget de 12 cartoons, Hollywood s'offre un long métrage. Mais ces largesses donnent tout simplement à Hanna et Barbera les moyens de leur imagination débridée et de leur perfectionnisme. Et ça ne choquait personne, parce que c'était une petite souris et un chat et que c'était dessiné. Ça choquait personne, je pense, pour 2 raisons. D'abord, parce que c'est une tradition du dessin animé où il arrive des choses horribles qui, s'il arrivait dans des films de fiction, auraient été arrêtés immédiatement par le code de pudeur américain qui était très vigilant à l'époque. Et puis, il ne faut pas oublier que la tradition du dessin animé veut aussi que dès que le pauvre chat a été écrasé par une enclume, a explosé, a vu sa tête sauter ou autre, le plan d'après, on retrouve le chat parfait. Et la bande sonore est de toute façon d'une telle richesse que les mots sont superflus. Oui, la bande sonore est superbe. Elle est d'ailleurs due à la même personne qu'est Scott Bradley, qui était l'auteur aussi des dessins animés de Tex Avery. Et ce qui est très intéressant, c'est le travail à la fois sur la musique et les rapports avec les sons, et avec les bruits. Ça, il y a un travail qui est remarquable, qui donne une qualité vraiment exceptionnelle au Tom et Jerry. Quand on les voit aujourd'hui, 40 ans après leur réalisation, on est, je crois, avant tout stupéfait par la qualité technique que les dessins animés d'aujourd'hui n'ont même plus. Ils n'y sont même pas parvenus. Mais ce n'était pas simplement une question de dollars et de budget. Non, c'était une question, je crois qu'il y a eu 2 choses. Il y a eu l'osmose, le fait de réunir dans un creuset qui étaient les grandes compagnies hollywoodiennes, des gens qui étaient tous des gens de talent, des gens qui s'entendaient, puis des gens qui fonctionnaient en fait comme un orchestre pour un unique personnage qui était le spectateur. Et ces gens en fait œuvraient tous dans ce sens-là, et ça c'est la force du cinéma hollywoodien en général, et du dessin animé hollywoodien à l'intérieur de cette formidable aventure qu'est le cinéma américain. L'équipe d'animation de la MGM est licenciée en 1957 sur un simple coup de fil. Crise des studios et fin d'un âge d'or. Au fond, Tom et Jerry, c'est ce qu'on appelle familièrement l'amour vache. Monsieur Courtine Goldorak a encore frappé aujourd'hui. Il a donné en effet le tiercé dans le désordre. Il fallait donc jouer dans le prix de Châteaudun disputé à Vincennes le 12, le 15 et le 19. Rapport dans l'ordre 590 francs pour 5 francs, dans un ordre différent
118 francs toujours pour 5 francs. Carte et plus, ajoutez donc le 10, 12, 15, 19, 10, rapport dans l'ordre 4166 francs 40 pour 6 francs, et dans un ordre différent, 520 francs 80 pour 6 francs. Le trio, lui, rapporte 22 francs 20 pour 6 francs. C'est tout petit, mais c'est toujours ça. Le temps demain, c'est tout simple. Relative douceur des températures encore pour tout le monde, mais pluie au nord et éclaircie au sud. Quant au vent, apparemment, il s'acharne. Florence Klein. Et oui, Jacques, figurez-vous qu'une petite perturbation s'est créée cette nuit à notre insu, ce qui a maintenu le vent sur tout le nord-ouest du pays et a amené des pluies de l'Aquitaine à la vallée du Rhône. Demain, nous passons en flux de sud-ouest, ce qui fera onduler ce nouveau front vers le nord. Demain matin, pluie et bruine sur la moitié ouest et le ciel sera voilé sur la moitié est. Dans la journée, la perturbation va se décaler. Elle affectera toute la moitié nord, donnant des pluies qui remonteront ensuite vers le nord. Des vents forts persisteront encore sur tout le nord-ouest. Sur la moitié sud, il y aura de belles éclaircies et même du soleil sur les régions méditerranéennes, malgré quelques petits passages nuageux. Les températures demain matin seront en légère baisse, mais elles resteront quand même supérieures aux moyennes saisonnières, entre 3 et 8 degrés sur l'ensemble du pays. Dans la journée, l'arrivée de la perturbation amènera un air chaud qui maintiendra des températures très douces, entre 8 et 12 degrés sur la moitié nord, entre 9 et 16 degrés sur la moitié sud, 16 degrés à Perpignan. Quelques prévisions européennes. L'Angleterre, très proche du centre dépressionnaire, a été durement touchée par la tempête qui a sévi en Manche. Demain, il y aura encore des pluies, mais beaucoup plus faibles. Il fera 11 degrés à Londres, Luxembourg 9 degrés pluie, Stockholm 7 degrés, le ciel sera couvert, Vienne 7 degrés éclairci, Lisbonne 15 degrés et Tunis 19 degrés, Madrid 12 degrés verra le passage de la perturbation, mais les pressions étant plus élevées, il n'y aura pas de pluie. Pas de pluie non plus ce soir sur Paris, comme vous le voyez sur cette image que notre caméraman est en train de prendre de la fenêtre du studio. Et demain, vous retrouverez Michel Touré. C'était à la fois hallucinant sur le plan technique et superbe d'un point de vue esthétique. Après 4 mois de travail de conception et 1 mois de construction, 30 étudiants néerlandais ont battu hier le record du monde de chute de dominos, réussissant à faire tomber d'affilée et sans aucune interruption 1 382 126 pièces de dominos. Ce, en 36 minutes. Regardez. Oui, véritablement fabuleux. Chaque pièce de domino sera vendue aux Pays-Bas au profit de la lutte contre le cancer des jeunes en Europe. Le rappel des titres de ce journal, raid israélien au Liban Sud, bilan 18 morts. Bavure des forces de sécurité israéliennes en territoire occupé, 1 Palestinienne tuée. Par contre, moins d'expulsions de Palestiniens que prévu après les troubles de ces dernières semaines, 9 personnes étant frappées par ces mesures. Grande-Bretagne, 3167 jours de pouvoir pour Mme Thatcher. Aucun Premier ministre n'en avait fait autant depuis le début du siècle. Les rendez-vous de l'information demain sur notre chaîne, 4 flashs désormais au cours de la semaine, à 11h55, 12h57, 15h et 17h. Ils seront présentés demain par Laure de Breuil, le 19-20, Philippe Dessin, Catherine Matoche, et à 22h, soir 3, Jacqueline Alexandre sera de retour. Quant à la fin de cette soirée, après Tex Avery, à 22h30, le rendez-vous avec le cinéma de minuit, un film que vous ne risquez pas d'oublier, car on a rarement employé autant de talent à restituer une machination aussi sombre, pour ne pas dire aussi sordide. Le film s'intitule Le Rôdeur, il date de 1951. Son réalisateur, quelqu'un qui allait devenir l'un des plus grands metteurs en scène contemporains, Joseph Losey. Bonne fin de soirée.
vois la fille en grand, comme un Uno. Je vois la fille en grand, comme un Uno. Lundi, Jean Carmet fait tourner en bourrique Jean Lefebvre. Mais les simples d'esprit ont aussi leurs anges gardiens. Danny Carrel et Bernard Blier dans Un idiot à Paris. Mardi, le sexe symbole du siècle, Marilyn Monroe dans Bus Stop. Et Robert Mitchum dans La Vallée de la Peur. La dernière séance avec Eddie Mitchell. Mercredi, folle journée chez le comte Almaviva. Suzanne joint sa blanche main à celle du barbier de Séville, le mariage de Figaro de Beaumarchais. Jeudi, une star du clavier joue sa vie sur un mode désespéré. Ludmilla Michael, Patrice et Renaud Fontana-Rosa dans le premier film d'André Delacroix, Staccato. Vendredi, avec l'aide de Jean-Pierre Cassel, Virna Lisi tente d'arracher sa fille à l'enfer des drogues dures. Le premier épisode de votre nouvelle série, Un jour viendra. Samedi, bataille rangée entre Donald et Tic et Tac. Faut pas être manchot pour se faire une place au soleil dans le Disney Channel. Dimanche, Pierre Billon et Vincent Perrault sur les traces de Liza Minnelli à New York. Et à 22h30, Le Cambrioleur dans le cinéma de minuit avec Jane Mansfield.